Bonjour, nous sommes accueillis aujourd'hui dans les salons de l'hôtel Chateaubriand, Paris 8e. Nous accueillons Monsieur Christian Drugman, manager RH à la holding du groupe Vivendi et expert en risques psychosociaux. Cadre supérieur des ressources humaines, vous êtes titulaire d'une licence en philosophie, puis d'un diplôme à Sciences Po. Vous rejoignez la Générale des Eaux en 1978 pour y exercer des fonctions au sein du secrétariat général. Et vous effectuez toute votre carrière dans ce groupe qui devient le holding Vivendi. Et en 87, vous devenez responsable des ressources humaines. Vous avez publié 2 ouvrages, Employabilité et Flexi-sécurité, puis Validation des acquis de l'expérience. Et nous vous recevons aujourd'hui sur un sujet extrêmement d'actualité, les RPS, les risques psychosociaux. Monsieur Drugman, bonjour. Bonjour. On a l'habitude de dire que l'enfer, c'est les autres. Cet adage suffit-il aujourd'hui à définir la base de ce que sont les risques psychosociaux? Alors non, ça ne suffit pas. Mais en fait, que sont les risques psychosociaux? En fait, c'est déjà ce qu'il faut savoir, ce sont les relations psychosociales. Ce sont les relations qui sont des relations inter-individus ou intergroupes. Et ce sont leurs dysfonctionnements, ce sont les désordres qui existent entre eux qui créent des risques. Et ces risques sont de nature très différente. On peut avoir ce qu'on appelle effectivement le stress, on peut avoir de l'anxiété, de l'angoisse, on peut avoir des manifestations physiologiques comme les TMS, troubles musculo-squelettiques, on peut avoir des difficultés cardiovasculaires, et tout ça peut se traduire par des conséquences extrêmement graves qui sont le syndrome de Karoshi, c'est-à-dire la mort par épuisement ou le suicide. Je rappelle quand même qu'en France, il y a un suicide par jour lié au travail. Je crois que vous avez d'ailleurs écrit un bouquin sur le sujet du stress, me semble-t-il. Il est en cours Pardon, d'écriture. autant pour moi. Il est clair que cette description effectivement pose bien le débat sur les supports en fait de ce trouble sociétal majeur en France. Mais dans ce sujet-là, pourquoi est-ce que on parle de ces risques depuis finalement si peu de temps? Parce que malgré tout, on a vécu plusieurs périodes industrielles, etc., dans lesquelles des stress existaient déjà. Bon, c'était pas la mondialisation, mais finalement, on n'en a jamais parlé. Alors, effectivement, le stress existe depuis longtemps. Le stress, je vous rappelle, c'est la manifestation physiologique de l'organisme qui doit s'adapter à son environnement, et pour cela, il émet une décharge d'adrénaline. Le problème qui existe aujourd'hui, c'est que le stress est devenu chronique. Il n'est plus lié à une seule source, je dirais. Il est devenu chronique, il y a une mainte sollicitation. Le docteur Philippe Rodet, qui est un médecin qui travaille sur les risques psychosociaux, disait qu'aujourd'hui, un individu supporte 10 fois plus de sollicitations que son organisme n'est capable de le supporter. Donc voilà, on est dans cette situation-là. Maintenant, pour ce qui concerne votre question, on s'y intéresse vraiment depuis 2002, c'est depuis la loi de modernisation sociale, mais il y a un mouvement au sein des pays européens qui vise à quantifier ce qui se passe réellement dans les entreprises. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a globalement un salarié sur 3 qui dit avoir des difficultés avec son travail, dit avoir des difficultés mentales liées à son travail. Un salarié sur 3? Un salarié sur 3. À qui déclare-t-il ça? Et à qui est-ce qu'il déclare ça? À l'Agence de santé de sécurité européenne. Ah, voilà. Et donc, on a là une source qui est absolument fiable. D'une part, un salarié sur 3. D'ailleurs, les chefs d'entreprise ne nient pas le phénomène. Les chefs d'entreprise disent effectivement, ils ne l'attribuent pas à la même chose, mais ils ne nient pas le phénomène. Globalement, pour les chefs d'entreprise, le stress est lié d'abord essentiellement d'ordre individuel, personnel, mais lié aussi à la relation avec des tiers, que ce soit les clients ou les fournisseurs. Enfin, je rappelle aussi quand même que les pays qui sont les plus touchés par les questions de stress, ce sont les pays qui sont rentrés dans la communauté européenne le plus tard. Et les pays les moins touchés sont l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Et
il serait intéressant, l'analyse dont je vous parle date de 2005, il serait intéressant de voir aujourd'hui ce qu'en pensent les gens, notamment les Grecs, Oui, les pauvres. qui supportent vraiment le poids de la crise actuelle. En fait, globalement, on considère qu'une journée sur deux de travail perdue est liée à des questions de stress. Ouf. Le Bureau international du travail, lui, indique qu'il mesure les situations de stress à 3 à 4 points de PIB. C'est une perte de 3 à 4 points de PIB. Voilà, on est dans cette situation-là. Alors vous allez me dire pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui. Eh bien justement, c'est parce que l'État ne souhaite pas supporter le poids de dysfonctionnements qui ne lui sont pas dus. D'accord. Voilà. En l'occurrence, la mondialisation, je pense, a accéléré le rythme de beaucoup de choses, comme on le sait. Mais est-ce qu'on peut faire un lien entre l'environnement et les nouveaux process de travail? Parce que finalement, ce que j'entends dans cette réalité, c'est que c'est l'accélération du phénomène du travail qui a changé des choses. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise est capable de revoir ces processus et de les cadrer sur la gestion de cette vitesse et de ce niveau de stress? Alors là, vous me demandez déjà d'intervenir sur les solutions. Je voudrais d'abord On reviendra là-dessus si vous voulez après. Mais... Oui, je voudrais d'abord expliquer ce qui a changé dans le monde, parce que c'est ça qui est aussi intéressant. Je souhaitais sortir de la dichotomie qui existe en permanence entre le stress c'est personnel, le stress c'est professionnel. Alors, ma réponse à ça, c'est le stress est quelque chose qui est vécu individuellement comme la douleur. Chacun a son seuil de douleur pour supporter la douleur, chacun a son seuil pour supporter le stress. Si nous sommes, vous et moi, confrontés à une situation de stress, nous apporterons vraisemblablement la même situation. En revanche, le niveau de stress et les ressources que nous aurons à mobiliser ne seront pas les mêmes. C'est ça qui est très difficile à comprendre, c'est qu'en fait, dans les situations de stress, dans les questions de stress, une même cause produit des effets différents sur les individus. Ça, c'est vraiment le sujet. Donc, ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, on le voit. En matière d'information, on est passé d'un monde clos, complètement clos, qui était la RTF en France, à Google. Oui. Et en 5 ans, on est passé pour Google de 3 milliards de consultations mensuelles à 30 milliards. On voit une accélération qui est extrêmement forte. On sait à peu près aujourd'hui dire qu'un salarié dans les conditions actuelles de travail, au bout de 40 ans, aura passé 10 ans de sa vie à déployer ses mails. Ce qui est inouï. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Hein. Et 70% sont des spams. Alors j'ai entendu effectivement les entreprises qui disaient qu'ils voulaient supprimer le mail à un certain moment. Bah, écoutez, ça fait partie des solutions envisageables. Maintenant, il faut trouver... Aujourd'hui que tout le monde est habitué dans un premier réflexe, le matin, en ouvrant son ordinateur, à aller vérifier ses mails, ça sera quand même assez difficile à faire. Mais je pense que l'idée n'est pas de supprimer les technologies modernes. L'idée, c'est de les adapter. Un deuxième exemple, en matière industrielle par exemple, on est passé en 50 ans de la DS-19 à la fusée Ariane. Et entre-temps, on a marché sur la Lune. Les deux étaient très bien d'ailleurs. Pardon ? Les deux sont très bien d'ailleurs. Oui, je vous l'accorde. Mais ça a des conséquences. On sait aujourd'hui que le volume d'informations scientifiques et techniques disponibles double tous les 2 ans dans les conditions actuelles. La conséquence de ça, c'est qu'un jeune ingénieur qui commence un cursus va arriver au bout de ses 4 ans avec la moitié de ses connaissances obsolètes. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Waouh. Pour répondre un peu plus précisément à la question que vous me posiez tout à l'heure, effectivement, on est passé aussi dans les 50 ans de l'artisanat au leur-miso. Ce sont quand même des choses complètement différentes. On est passé du compagnonnage, où on fabriquait son chef-d'œuvre, à des leur-miso, c'est-à-dire qu'on avait la maîtrise totale de l'objet que l'on fabriquait. Aujourd'hui, on répond à des exigences qui sont fournies de l'extérieur et sur lesquelles l'individu n'a que peu de prise. Déroger à une procédure dans le cadre des normes ISO, c'est manquer une certification et c'est intolérable pour l'entreprise. Alors est-ce qu'on peut, malgré tout, ça c'est un point qui me paraît extrêmement intéressant à développer, est-ce qu'on a, dans la mesure où on aurait les bons moyens de maîtriser les processus clés, alors quand ils sont normalisés, mais les processus clés qui font fonctionner l'entreprise, est-ce qu'on pourrait établir au préalable un référentiel de ces processus clés, de manière à les présenter aux individus qui vont devoir les gérer,
et proposer aux individus qui vont devoir les gérer d'aligner leurs désirs ressources sur ces processus pour mesurer les écarts de ce qu'ils ont envie de faire et pas faire. Est-ce que ça vous paraît être un système envisageable? Alors c'est un système envisageable, mais il ne faut pas oublier que les questions de stress et de risques psychosociaux, ce sont des questions et des problématiques humaines, avec des solutions humaines. Je pense que mettre du processus, de la procédure à la place de l'humain, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. C'est parce que je me suis dit, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Ce que j'ai essayé de dire, c'était, alors je ne sais pas si c'est envisageable. On a d'un côté une matérialisation claire des processus pour matérialiser réellement les actions à conduire finalement, et peut-être mesurer celles qui peuvent être dangereuses, bien sûr. Mais et regarder de l'autre côté, dans l'équilibre des ressources, savoir-faire, savoir-être de l'individu, lui donner cette lecture de l'existant pour voir s'il a envie de faire le poste ou s'il sait faire le poste ou s'il est à l'équilibre sur le poste. Est-ce que c'est un outil de mesure qu'on pourrait mettre en place? Là, on parle un peu de gestion prévisionnelle des emplois et d'adéquation en poste, oui, bien entendu. Mais ça signifie aussi d'avoir des managers qui managent, d'avoir des salariés qui soient formés, qui maîtrisent complètement l'activité qu'ils ont l'activité et les fonctions qu'ils assument. Ça veut dire de repenser aussi la place de l'homme dans l'entreprise. C'est ça, effectivement. Voilà, on est dans des problématiques qui sont des problématiques de ressources humaines profondes, mais ce sont aussi des choix de société. C'est bien, c'est là où je veux en venir, ce que je pensais. Donc en termes de société, quelles sont, d'après vous, les conséquences auxquelles nous allons devoir faire face dans cette situation? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le nombre de textes qui sont sortis depuis 2002, on a un cadre normatif qui évolue fortement, hein, à la fois sous la pression, je dirais, des pouvoirs publics français, mais sous la pression des pouvoirs publics européens. On a une bonne demi-douzaine de textes qui sont sortis, soit sous forme de projets de loi, soit sous forme de directives européennes, soit sous forme d'accords nationaux interprofessionnels. Enfin, bon, bref, on a tout un arsenal, ce qui montre bien d'ailleurs tout l'embarras qu'ont les pouvoirs publics à définir ces questions de stress. Et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est vraiment très très éclairant, c'est le texte lui-même du Code du travail, qui dit l'entreprise a la responsabilité de la santé physique et mentale des salariés placés sous sa responsabilité, ce qui veut dire que l'entreprise a une responsabilité forte, elle a même sur le coup une obligation de résultat, mais aucune solution n'est proposée. Et donc toutes les réflexions qui ont lieu aujourd'hui autour des risques psychosociaux visent à essayer à la fois de mesurer, visent à donner des solutions. Il y a trois choses par exemple. Hein. Il y a eu le rapport Nacelle-Aigeron justement qui avait été fait à l'époque, qui a mis en évidence, je dirais, les grandes caractéristiques de ce que sont les risques psychosociaux. Il y a eu ensuite le rapport qui a été fait au Sénat, à la demande du Sénat par Marie Peset, qui, elle, a axé sa réflexion sur quelles recommandations à faire pour améliorer le Code du travail. Il y a ensuite le rapport Lachman, qui est le président du conseil de surveillance de Schneider Electric, qui lui émet des recommandations pour associer à la fois efficacité professionnelle et bien-être au travail. Voilà, il y a beaucoup de réflexions qui sont réalisées sur le sujet. D'accord, donc en fait, on voit que les réflexions avancent quand même vers la solution, parce que chaque rapport monte d'un cran, mais quelle solution C'est exactement ça. Mais on n'y est pas encore, donc alors est-ce que vous auriez des pistes ça. de solutions, déjà, puisqu'on arrive à concrétiser tout ça finalement, et comme vous avez beaucoup développé des réflexions pour accompagner ces phénomènes depuis de nombreuses années, quelles solutions, on va dire concrètes entre guillemets, est-ce que vous pourriez envisager ou qui vous paraîtraient être envisageables pour traiter commencer à rentrer dans le traitement de ces problèmes? Oui, tout à fait. Déjà, la première des choses, c'est dans les entreprises, c'est d'accepter de faire le document unique. Le document unique, c'est un document qui permet d'identifier les risques à la fois physiques et mentaux propres aux unités de travail. Vous avez créé une référence, je crois, sur ce sujet, me semble-t-il, en termes de document unique. J'ai créé un document unique tout à fait original, effectivement. C'est ce que j'avais fait compris. Voilà, oui. C'est ce que j'avais noté. La deuxième chose, je crois que c'est, puisque le stress est un manque de ressources par rapport à l'environnement,
c'est donner aux salariés de la ressource. Donner de la ressource, c'est plusieurs choses. Mais auparavant, je pense qu'on peut aussi mettre en place des dispositifs qui peuvent être extrêmement simples. Hein. Ce sont justement des ressources. On peut mettre en place un numéro vert qui est accessible 24 heures sur 24 pour les gens qui sont en situation difficile. On peut envisager également du coaching en face à face. Tout ça étant anonyme, bien entendu. Ou externalisé, finalement. Ou externalisé, bien entendu. On peut envisager de la médiation interne, faite par un tiers, mais de la médiation externe également. Voilà, on peut envisager toutes ces choses. On peut envisager même une commission ad hoc qui permettrait, qui représenterait, je dirais, les forces vives de l'entreprise et qui permettrait de faire de la médiation interne. Voilà, on peut arriver à toutes ces choses-là. La problématique étant humaine, je pense qu'il faut d'abord commencer par le b.a.-ba. Là, on était plutôt dans le traitement, en définitive, des solutions, des situations qui sont compliquées. Je pense qu'il faut déjà anticiper les choses en faisant en sorte que les managers managent, c'est-à-dire qu'ils donnent du sens aux gens avec qui ils travaillent, qu'ils expliquent ce qu'ils ont à faire, qu'ils donnent du feedback. Voilà, ce sont les choses qui sont carrément essentielles, qui ne sont pas si compliquées que ça à faire, mais qui globalement ne sont pas faites. On peut dire, enfin, j'ai un ami qui a un blog et en fait, quand on regarde les réponses à ces questions-là, on a grosso modo à chaque fois, c'est 2 salariés sur 5 savent à peu près ce qu'on attend d'eux, reçoivent un feedback, etc. Voilà. Et si on résume ça à une équipe de football, bah, c'est quoi? C'est la moitié des joueurs ne savent pas pourquoi ils sont sur le terrain. Voilà, on en est là aujourd'hui dans les entreprises. On sait que la communication managériale en général fonctionne mal dans les entreprises où elle est souvent dévoyée à un moment donné. Alors là encore, je dirais que c'est un mal français, c'est-à-dire que les managers sont parmi les plus experts. Et c'est parce que c'est leur fonction d'expert qui font qu'ils deviennent managers. Or, ils n'ont aucune appétence à ça, ils n'ont aucune formation dans les écoles pour ça, et on en arrive à des dégâts. La presse s'en est largement fait l'écho. Donc il faudrait presque aller jusqu'à intégrer de la sémantique dans le plan stratégique de l'entreprise. Moi, je dirais que sur l'aspect management, il faudrait même presque aller jusqu'à une certification en Assessment Center. Wow. Monsieur Drugman, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.